Alors, le président de la République, Patrice Talon, a livré son dernier discours sur l'état de la nation. Vous l'avez suivi. Quelle appréciation faites-vous globalement des points abordés? Bon, il faut dire que il faut féliciter le président Talon pour avoir respecté la tradition républicaine et telle qu'envisagée par notre constitution. Il n'a jamais raté cette échéance. Je crois qu'il faut l'en remercier. Mais le président d'une association de la société civile que je suis ne peut pas se contenter du respect de cette tradition. Je sais que vous comprenez quelles sont nos préoccupations en ce moment au Bénin, parce qu'il s'agit de parler de l'état de la nation béninoise à nos parlementaires pour qu'ils prennent les dispositions idoines pour corriger ce qui n'a pas pu être fait ou suggérer à l'exécutif ce qui n'a pas pu être fait. Mais je constate que on dirait que le président de la République et nous ne vivons pas sur la même planète. C'est vrai, il a respecté la brièveté du discours qui a été prononcé, disons, dans des normes et pour une durée, disons, qu'il honore, parce que on n'a pas besoin de beaucoup bavarder pour dire les choses essentielles. Mais je disais qu'il ne semble pas vivre sur la même planète que nous, parce que les préoccupations du moment des Béninois, que tous les parlementaires connaissent, que tout le monde connaît au niveau de l'exécutif même, dont il est le patron, mais ces problèmes-là n'ont pas été abordés, sauf que c'est un discours d'autosatisfaction. Quand vous parlez de préoccupations du moment, vous parlez de quoi? Mais je vais vous les citer. C'est-à-dire qu'il a fait une autosatisfaction. Pour lui, tout va bien dans le meilleur des mondes, contrairement à ce qu'il a dit lui-même dans sa tournée de toutes les contrées du pays, où il a trouvé que c'est un pays de pagailleurs. Et c'est des gens qui bavardent, qui parlent beaucoup, qui ont été formés à bavarder, à faire tout sauf le développement. Mais quand il fait son discours devant le Parlement sur l'étoile de la nation, on se demande si c'est la même personne qui a fait les tournées et qui a fait les derniers cycles. Qui l'a fait, lui? À quelques semaines, quelques jours d'intervalle. C'est deux personnalités différentes. Est-ce que ce n'était pas parce qu'il avait déjà abordé ces points-là au cours de sa tournée qu'il n'a plus jugé utile de revenir sur... Non, il ne parle pas à la même audience. Il parle à ceux qui sont chargés de voter les lois, de faire les lois. Mais il doit avoir une relation entre ce qu'il a dit dans les différentes contrées et ce qu'il dit devant le Parlement pour permettre de prendre les mesures idoines. On dirait que c'est des improvisations. Ce qu'il dit dans toutes les contrées que nous avons tous entendus, qui était l'objet de nos préoccupations et de nos critiques, il arrive devant ceux qui font la loi. Il est satisfait de tout ce qu'il a fait. Alors, je vais vous dire, maintenant pour aborder concrètement, c'est bizarre dans ce pays où tout le monde a faim, où les gens n'ont pas de moyens, où les pauvres sont de plus en plus nombreux, où ceux qui en ont un peu sont harcelés par ceux qui n'en ont pas du tout. Nous sommes sous pression. Tous les jours, on suppose que certains en ont un peu, on est harcelé, on est sous pression. Mais notre président ne parle pas de ça. Pour lui, nous sommes riches, nous sommes devenus un pays émergent. Nous ne sommes plus parmi les pays pauvres. Mais ce n'est pas un discours sur l'état de la nation qui va régler le problème de la mais non, sociale au Bénin. il parle aux parlementaires. Si les parlementaires pensent que le pays est devenu subitement riche, comment peuvent-ils prendre des mesures pour faire en sorte que les pauvres mangent un peu? Il parle aux parlementaires. Mais je vous ai pris le problème de la paupérisation générale qui est connu. On dirait que notre président n'est pas au courant que tout le monde est de plus en plus pauvre, que ceux qui en avaient un peu deviennent pauvres aussi parce que les pauvres les sollicitent, les tirent à Dieu et à... On nous tire dans tous les sens. Et il le sait, et il doit le savoir.
Et il n'en parle pas pour que les parlementaires prennent des mesures. Mais je vous ai pris cet exemple. Mais l'actualité politique aujourd'hui chez nous, même, est dominée par quoi? Par des problèmes existentialistes. Nous sommes à la veille d'une élection cruciale où le pays est divisé, où on ne sait pas ce qui va se passer demain, où ses principaux soutiens ou ceux qui bénéficient de ses œuvres sont montés au créneau pour le défendre en criant haut et fort et en insultant les opposants. Mais ces problèmes-là, les gens volent à son secours, mais lui-même, il n'en parle pas. Pour lui, tout va bien. Mais on est dans quel pays? C'est inquiétant. Il a fait le discours le plus important de l'année et n'a abordé aucun des problèmes importants. Tout le monde est resté sur sa faim. Tout va bien, mais le discours, il donne l'impression que le discours lui-même n'est pas utile. Puisque tout va bien dans le pays, il est autosatisfait de tout ce qu'il a fait. Dans d'autres pays, on recense les insuffisances et on fait des projets, des voies, des moyens pour le corriger. Si tout va bien, mais il ne sera pas candidat alors, puisqu'on a déjà atteint l'émergence, il a déjà tout accompli. Tout va bien, il y a des choses qu'il doit poursuivre alors que c'est critiqué. Alors que lui-même, il a critiqué ces mêmes mesures. Aujourd'hui, il se satisfait de l'asphaltage que lui-même, il a critiqué en disant que son prédécesseur a fait des projets pour faire seulement des routes et que le pays ne mangera pas les routes. Et c'est ce qu'il présente lui-même comme son plus grand succès. Vous ne voyez pas l'antinomie fondamentale? Il sait que les routes appauvrissent. Avant d'arriver, au moment où il arrivait, il a critiqué ça. Il dit que les gens ne mangeront pas ça, que les gens sont pauvres, les gens n'ont rien. Et c'est ça qu'il présente à la fin de son mandat comme son plus grand succès. De grâce, le pays fait pitié. Je voudrais crier haut et fort pour dire que le pays a faim. Le pays a des problèmes fondamentaux d'existence. Les partis politiques sont à la croisée des chemins. Il ne dit rien pour apaiser, pour faire en sorte que nous allions à cette élection de manière inclusive. Il a tout dit. S'il vous plaît, de manière inclusive et pacifique. Maître Sadiko Alao, il a dit que la prochaine présidentielle sera une fête de la démocratie. Donc, est-ce que ça ne dit pas tout? Je vous remercie. Entre le dire et le faire, il y a une très grande différence. Nous sommes loin de la fête. Aujourd'hui, les problèmes qui se posent, personne, en tout cas pour ceux qui ne sont pas ces griots, personne n'est d'accord sur les modalités de cette élection. Et on a du mal à savoir si ces élections auront bien lieu. On a des problèmes très sérieux, son mandat finit le 5. Il y a plein de gens qui contestent qu'il puisse encore être au pouvoir après le 5. C'est des problèmes fondamentaux qui doivent nous amener à discuter et à nous mettre ensemble pour que notre pays ne connaisse pas le vide juridique ou pour qu'on ne tire pas à balles réelles sur des gens. Sur la prolongation du mandat, ils ont dit que c'est une conséquence liée à une organisation plus performante des élections. Mais écoutez, chère madame, oui, nous sommes en face d'un problème constitutionnel. La Constitution donne un mandat à un président de la République. Le président de la République prête serment pour 5 ans. Et sur la date de la fin de son mandat, pensez-vous que des aménagements constitutionnels peuvent remédier à ce que la Constitution a fait et au serment qui a été prêté sur lequel il peut être rendu comptable pour parjure? Non, la nouvelle Constitution ne peut pas modifier la durée du mandat sur lequel le président a prêté serment. C'est un problème institutionnel. Le président de la République cesse d'avoir quelque pouvoir que ce soit à partir du 5. Ce qu'ils ont mis dans la Constitution et les justifications qui ont été données pour 2026 ne peut pas justifier qu'une assemblée illégitime prolonge le mandat du président de la République. C'est un faux débat, ils ont été mal conseillés et ce problème-là, le président doit mettre tout le monde ensemble pour éviter ces écueils au Bénin. Ces problèmes sont tellement sérieux que je suis surpris que le président s'adresse au Parlement et qu'il ne s'adresse pas à ce problème fondamental qui peut nous coûter très cher. Mais Maître Sadiko Alao, oui, depuis que
ces arrangements ont été faits, ces modifications ont été actées, pourquoi vous n'avez pas très tôt tiré sur la sonnette d'alarme? Mais pourquoi? Parce que personne n'a été consulté. Ils ont fait ça clandestinement avec une assemblée qui n'était pas légitime. Pourquoi voulez-vous, ceux qui ont essayé d'attirer l'attention sur les problèmes des législatives du 1er mai, vous savez comment ça s'est terminé? Vous savez combien sont morts? Ceux qui, dans d'autres contrées, ont tenté de soulever cette couverture qui est très importante, vous savez ce qui leur est arrivé. Mais il faut retenir, le président a été très mal conseillé sur ce point précis. Et je pense que pour nous éviter des écueils, des difficultés futures, ce problème mérite d'être adressé, d'être réglé. Et je pense que dans son discours sur l'état de la nation, il aurait dû rassurer les Béninois que tous ces problèmes, qui sont des problèmes, disons, institutionnels, qui sont des problèmes de l'existence de la nation, sera réglé à travers les diligences qu'il fera pour parler aux uns et aux autres et pour faire en sorte que les Béninois ne soient pas divisés pour aller vers cette échéance. Je crois qu'il y a une erreur fondamentale qui a été commise à travers cette disposition. Le serment qu'il a prêté ne peut pas être prorogé. Il a prêté serment pour un mandat de 5 ans qui prend fin le 5 avril. Et rien ne peut proroger son serment parce que s'ils acceptent ce qu'ils ont mis dans cette pseudo-modification constitutionnelle, ils se seraient parjurés. Et il en sera responsable parce que le parjure, par rapport aux dispositions sur lesquelles on a prêté serment, mais c'est plus important que le Parlement de circonstance qui a modifié les dispositions constitutionnelles. Ça ne peut pas du tout en tenir lieu. Et on n'a même pas besoin d'être un juriste pour le savoir. Vous prêtez serment de manger 5 mangues. Et quelqu'un vient dire, je vous donne une demi-mangue en plus. Vous dites, ah oui, j'en profite. Non, vous avez prêté serment. Le serment, c'est quelque chose de sacré. Et le chef de l'État ne peut pas donner ce mauvais exemple à l'Afrique. Vous avez ressorti dans votre développement tout ce qui n'a pas été dit, mais il y a eu des choses qui ont été dites aussi, comme l'avancée du Bénin sur la lutte contre la corruption, l'impunité et autres. Vous n'avez rien à dire? Vous savez, certes, peut-être que ceux qui nous dirigent ont de bonnes intentions. Peut-être. Mais le résultat de ce que nous voyons, c'est que leurs intentions sont orientées. Sont orientées envers les gens qui leur paraissent nuisibles à leurs intérêts. Prenez l'affaire de Métagnon qui est en prison. Est-ce qu'un tel syndicaliste a sa place en prison? Prenez l'affaire du monsieur qu'on a arrêté dans la Tokora, dont on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Est-ce que c'est des méthodes d'arrestation, ça? Que quelqu'un soit arrêté, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous avez entendu parler, le cadre du ministère des Affaires étrangères. Sa femme ne peut pas le voir. Combeti. Personne ne peut le voir. Est-ce que c'est un pays démocratique où les droits de l'homme sont respectés, où quelqu'un n'est pas arrêté, aucun procureur ne peut le réclamer? Le ministre de la Justice ne peut pas réclamer qu'on trouve où se trouve. Celui qui s'occupe de la détention ne peut pas. Est-ce que c'est rassurant? Moi, je vous dis que tous ces phénomènes ne sont pas rassurants pour notre gouvernance. Dans le même temps, il y a eu Bada qui est emprisonné. Donc, Qui? Bada. Oh, vous savez, on ne peut pas s'occuper des individus parce que vous devez attendre de voir comment ça se termine. Vous avez vu ici, le préfet est parti en prison, bien qu'il ait servi le régime comme il se doit, mais il a été trouvé très rapidement qu'il a une très bonne conduite en prison. Donc, Bada a certainement fait en tant que maire
de bonnes choses pour Calavi. Il a peut-être commis une erreur dans ce dossier, je ne connais pas. J'ai essayé de lire. Il est arrivé après que d'autres personnes aient vendu des terrains à Calavi. Vous savez que j'en ai poursuivi aussi. Et d'abord, on ne sait pas quelle va être la position finale de la justice parce qu'il est présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise contre lui. Ce qui n'est pas encore le cas parce qu'il est en détention préventive. Et on ne sait pas ce que la main protectrice du régime fera en fin de compte. Vous savez très bien cette affaire des milliards qui ont disparu des caisses du Trésor. Et vous savez comment c'est géré. Si c'était le seul scandale, mais on ne peut pas accuser, sauf s'il y a la preuve que le régime a trempé dedans, on ne peut pas accuser le régime en tant que tel parce que dans tous les gouvernements, dans toutes les sociétés, il y a des brebis galeuses. Si le régime couvre et ne sanctionne pas, on comprendra que tout de suite, c'est peut-être un crime de lèse-majesté. Mais pour l'instant, il faut rester dans la réserve, dire que les gens sont présumés innocents. Mais si on veut faire la lutte contre la corruption, il faut qu'elle soit systématique. Il ne faudrait pas qu'elle soit dirigée contre certaines personnes ou confiée à des institutions sur lesquelles on a une maîtrise totale. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que les institutions soient créées de manière à ce qu'elles soient républicaines, que le citoyen n'ait pas l'impression que cette machine-là est créée pour ou contre tel et tel. Donc, la République reconnaît ses bons fils, la République sanctionne ses mauvais fils qui peuvent être corrompus ou qui peuvent faire des détournements, comme c'est le cas dans les affaires de terrain dont vous parlez, même si les personnes, jusqu'à preuve du contraire, bénéficient de la présomption d'innocence. Les institutions à créer doivent être créées dans la transparence. L'exécutif ne doit donner à aucun moment l'impression de s'immiscer dans certaines affaires de corruption, au risque de provoquer chez le citoyen l'incrédibilité totale. Et c'est ce qui s'est passé avec le préfet. C'est ce qui se passe dans certaines affaires. Les gens parlent de cette affaire des impôts. Les commentaires vont dans tous les sens. Moi, je n'aime pas faire ce genre de commentaires parce qu'il s'agit de la liberté des individus. Mais ceux qui dirigent doivent faire en sorte que leurs orientations ne puissent jamais être suspectées. Non seulement à travers la manière dont on crée les juridictions, mais aussi à travers la manière dont on leur donne des instructions pour aller dans tel ou tel sens. L'exécutif doit éviter. Vous avez vu le problème des examens. Tous les commentaires qui se font à travers peut-être une banale tricherie qu'il ne faut pas amplifier au-delà. Mais les gens en profitent pour rappeler comment les précédents recrutements avaient déjà été faits. Et sur les familles et les origines familiales des personnes qui ont été recrutées. Comment voulez-vous que dans 2 ans, 3 ans, un justiciable qui arrive devant un de ces juges ne les suspecte pas d'être au service de Paul ou de Jacques? Ces situations ont été critiquées par le régime actuel à travers la gestion du président Yahi, en disant qu'il y avait des tricheries à certains examens. Ce régime ne doit jamais se voir reprocher ce que lui-même a reproché aux anciens régimes, et de manière encore pire, où c'est directement des personnes qui sont au niveau de l'exécutif qui sont impliquées. Au cours de récentes sorties, on dit que tout va bien et vous fustigez le fait. Bon, mais il y en a qui pensent peut-être que tout va bien de bonne foi, oui. Mais je suis certain que ceux qui le disent savent de quoi ils parlent, parce que c'est pour la plupart des gens dont les intérêts financiers sont menacés qui se montent au créneau pour parler haut et fort, pour essayer de trouver des poux sur la tête d'un chauve, en l'occurrence le président Yahi Boni, qui n'est candidat à rien, à part qu'il est président d'honneur d'un parti. On va jusqu'à réveiller les vieux démons d'il y a 20 ans, et
les gens parlent fort, mais si vous regardez bien, vous verrez que c'est des gens dont les intérêts financiers sont énormes et ce qu'ils défendent surtout, c'est leur beefsteak. Bon, les pauvres qui ont défendu, il y en a même qui ont défendu la criette haut et fort, mais ils ont l'excuse de ne pas être des juristes et de ne pas savoir en droit ce qu'est l'état de droit. Donc il faut leur pardonner. Parce que ce qu'ils disent est grave. Mais il faut le leur pardonner parce que ce n'est pas des juristes. Ils ne savent pas les conditions dans lesquelles on crée une juridiction, les conditions dans lesquelles on rend une juridiction compétente et les conditions dans lesquelles la juridiction doit être gérée pour servir l'état de droit. Ils ont fait allusion à la criette. Je dis, c'est parce qu'ils sont ignorants dans ce domaine de l'état de droit qu'ils ne comprennent pas les conditions de création, les conditions de fonction, les conditions de gestion et les conditions d'attribution de la compétence qui font que certaines institutions judiciaires sont décriées. On peut les excuser parce qu'ils n'ont pas les connaissances qu'il faut pour juger. Il ne s'agit pas d'avoir une juridiction pour dire qu'on a maintenant de quoi lutter contre la corruption. Toutes les institutions judiciaires qui existaient pouvaient lutter efficacement contre la corruption. Et elles l'ont fait à leur manière. Et elles ont même permis de sauver des gens qui dirigent aujourd'hui, bien qu'on connaisse la réalité. Donc, il faut les excuser pour protéger leur beefsteak et pour essayer en même temps de dire ce dont ils ne doivent pas parler parce qu'ils sont ignorants en la matière. Pour vos pères, il y en a qui pensent que la criette aujourd'hui est un instrument pertinent et tout. Au finish, la vérité se situe à quel niveau? Vous qui dites que c'est parce que ceux qui applaudissent cet instrument ne savent pas de quoi il retourne. Parmi vos pères, d'autres disent que c'est un instrument pertinent. Le peuple retient quoi au finish? Non, moi je n'ai pas entendu une personne parmi ceux qu'on appelle les sachants dire que cet instrument tel qu'il a été créé, les circonstances dans lesquelles il a été créé, les attributions qui lui sont attribuées et la compétence que l'institution s'attribue font partie des normes que l'on peut recommander dans ce qu'on appelle l'état de droit. D'ailleurs, c'est tellement criard que l'institution elle-même a essayé de corriger le tir de manière imparfaite. Ils ont corrigé, vous avez suivi, très récemment, ils ont créé une chambre d'appel, ce qui prouve bien qu'ils savent très bien que la structure qui a été créée ne répond pas aux normes internationales, mais ils l'ont créée de manière imparfaite. Et sur le problème d'attribution de compétences, ça mérite de se discuter et il y a plein de gens qui ont été condamnés aujourd'hui qui n'auraient jamais dû être poursuivis devant aucune juridiction s'il n'y a pas que la juridiction n'obéit pas aux normes qu'on appelle les normes internationales d'institution, d'une structure judiciaire chargée de s'en prendre aux libertés et aux droits individuels. Nous sommes à l'oreille d'une nouvelle année, Maître Salikou Alao. Votre mot ou vos voeux à la nation béninoise? Vous savez, tout en félicitant ceux qui ont dirigé le pays de la manière que je désapprouve énormément, comme vous le savez, je n'approuve pas ce genre de gouvernance. Je n'en veux pas aux hommes, parce que je crois en la vertu selon laquelle tous les hommes sont perfectibles. Je dis, si ceux qui nous dirigent aujourd'hui changent leur manière de diriger, essayent de parler à tout le monde, font en sorte que le peuple soit uni pour non seulement une meilleure gouvernance, mais pour une inclusion, afin que le pays poursuive sa route vers le développement. Je crois que ce serait le meilleur choix que de laisser le pays se diviser encore une fois. Au moment où on doit dire bonne et heureuse année à tout le monde, disons à nos dirigeants ou ceux qui portent ce titre, disons, souhaitons que l'année nouvelle les éclaire. Ouvre leur esprit, qu'ils deviennent de meilleurs dirigeants pour un peuple pauvre qui ne fait que les supplier.
de diriger mieux dans l'intérêt général et non dans des intérêts particuliers et dans l'intérêt des seules personnes qui sont autour d'eux. Le peuple souhaite que la gouvernance soit profitable à tous. Bonne et heureuse année à ceux qui nous dirigent mal, que nous déplorons aujourd'hui. Bonne et heureuse année à ceux qui souhaitent que ça aille mieux. Et bonne et heureuse année à ceux qui vont naître avant que la nouvelle année ne vienne. Et bonne et heureuse année à vous aussi. Et que Dieu nous garde.